Bonjour, ça faisait quelques temps que j'avais mis de côté cette chaîne, notamment pour m'occuper de mes affaires personnelles et essayer de faire grossir mes affaires, mon entreprise. Et donc on reprend aujourd'hui avec un nouveau résumé. On parlera cette fois-ci du livre Warren Buffett, l'effet boule de neige. Vous découvrirez dans ce résumé la vie donc de Warren Buffett, qu'on appelle l'oracle d'Omaha. Il est toujours vivant, hein, il va céder sa place de PDG de Berkshire Hathaway d'ici la fin de l'année, il me semble. Donc vous allez découvrir notamment que Warren Buffett avait très jeune un intérêt très marqué pour les chiffres et pour l'argent. Il s'est avéré très tôt être un génie des affaires. Il a mis en place des principes auxquels il s'est toujours tenu et qui l'ont guidé dans ses choix. Qu'il est l'investisseur qui a le mieux réussi au cours du XXe siècle. Que celui qu'on surnomme l'oracle d'Omaha est souvent qualifié de conservateur, mais reste pourtant un véritable visionnaire. Warren Buffett est une véritable icône américaine, parti de rien, aujourd'hui classé parmi les 3 plus grandes fortunes du monde. Dans Warren Buffett, l'effet boule de neige, Alice Schroeder décrit à la fois sa vie personnelle, ses relations parfois difficiles avec son entourage, sa vie professionnelle et les principes qu'il a mis en application pour construire sa fortune. Si vous souhaitez vous inspirer de l'homme le plus riche au monde, avec son expérience d'analyste financière, Alice Schroeder est bien placée pour parler des différentes affaires conclues par Warren Buffett. Dans son ouvrage, Schroeder dresse un profil complet sur sa vie personnelle et professionnelle. Elle décrit objectivement ses exploits et détaille sa philosophie de vie. Elle explore également son enfance et ce qui l'a mené à devenir le meilleur investisseur, un des meilleurs au monde en fait. Ce livre, qui fait à peu près 1000 pages, qui est très complet, intéressera surtout ceux qui souhaitent en savoir plus sur la vie personnelle de ce célèbre investisseur. Warren Buffett est né 10 mois après le crash boursier de 1929, dans une famille où on a dû apprendre très vite à rebondir. Il est né le 30 août 1930 à Omaha, Nebraska. Il est issu d'une famille laborieuse qui a fait de l'intégrité et du travail son sacerdoce. C'est notamment son père, Howard, qui lui a transmis cette carte de score intérieur. Howard est d'abord courtier à l'Union State Bank. Il est licencié en 1931 lorsque la banque fait faillite. Malgré un contexte économique particulièrement difficile, il monte en 2 semaines une société de courtage avec 2 associés, Carl Falk et George Skenica, Buffett Skenica & Co. Après quelques mois difficiles, l'entreprise est un succès. Sa mère Leila est un soutien important pour son mari et donne l'image d'une mère dévouée à sa famille et à ses enfants. Mais avec ces derniers, elle se montre souvent très stricte, à tel point que Warren et sa sœur Doris ne se sentent pas aimés. Son affection se porte surtout sur la dernière de la fratrie, Roberta. Leila abreuve en permanence les 2 aînés de mots assez durs, jusqu'à les faire pleurer. Sa colère se porte en particulier sur Doris, et Warren assiste à des scènes parfois difficiles. Cela laissera des traces dans le psychisme des 2 enfants. On dit de Leila qu'elle frappait ses enfants avec des mots. Tandis que son mari se caractérise par une éthique rigoureuse, Leila est une femme surtout attachée au qu'en dira-t-on, à la carte de score extérieur. Ce souci de l'apparence est une conséquence de sa phobie de la maladie mentale qui frappe sa famille. Warren montre très jeune un intérêt marqué pour les chiffres et leur mémorisation. Il invente des jeux basés sur les probabilités. Ainsi, il note toutes les plaques d'immatriculation des voitures qui passent dans la rue de la banque, dans l'éventualité où celle-ci se fasse braquer pour être le seul à pouvoir renseigner les autorités, ou bien il prend les empreintes digitales des nonnes supposant que celles-ci viendraient commettre un crime. C'est un enfant qui souhaite être apprécié, ce qu'il conservera toute sa vie durant, qui aime la compétition, qui est pourtant souvent décrit comme solitaire. Il fait preuve d'une véritable obsession de la perfection et voue une vraie passion à l'argent. Dès l'âge de 6 ans, il multiplie les petits boulots pour se constituer une cagnotte, qu'il garde jalousement dans sa chambre, avec interdiction à quiconque d'y toucher. Il vend des chewing-gums au porte-à-porte en refusant de vendre autre chose que des paquets de 5 chewing-gums pour 5 cents, distribue les journaux ou encore travaille à l'épicerie de son grand-père et prend ainsi conscience qu'il déteste les travaux manuels. Il comprend très vite la notion des intérêts composés. L'argent s'accumule en intérêts qui se rajoutent ensuite au capital pour produire des intérêts plus importants. C'est l'effet boule de neige qui peut très vite générer de véritables fortunes. Lorsqu'il a 13 ans, son père est élu au Congrès et la famille déménage à Washington. Warren éprouve des difficultés à s'intégrer dans sa nouvelle école. Ses notes chutent rapidement, les qualifiées d'indiscipliné, de paresseux. Il est parfois impoli. Entre 1943 et 1945, il multiplie les actes de petite délinquance, les vols et fait même une fugue. Il trafique notamment des flippers pour augmenter leur rentabilité.
Il vole des balles de golf dans les magasins qu'il revend après et fait même de la fausse monnaie pour payer dans les distributeurs. Dès l'enfance, Warren Buffett se révèle un véritable petit homme d'affaires. À 11 ans, Buffett fait son premier investissement. Il achète 3 actions de Cities Service Preferred pour sa sœur Doris et 3 pour lui-même pour 38$ pièce. Les actions chutent à 27$. Il attend qu'elles remontent et quand elles atteignent la valeur de 40$, il les revend en faisant un petit bénéfice. Quelques mois plus tard, ses actions atteignent plus de 200$. De cet épisode, il retiendra 3 leçons. 1. Il ne sera plus obsédé en permanence par le cours de l'action achetée. 2. Il ne se précipitera plus pour vendre et faire un petit profit. 3. Il n'investira plus l'argent des autres sans être sûr d'être gagnant. À 13 ans, Buffett a monté une véritable entreprise, basée notamment sur du porte-à-porte pour vendre des chewing-gums, du coca et des magazines. À 14 ans, il utilise ses économies pour acheter une ferme pour un montant de 1200$. Il la revendra 6 ans plus tard en faisant un bénéfice de plus de 96 000$. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'époque, apparemment aux États-Unis, vous pouvez travailler en étant mineur. Enfin, il y avait considérablement moins de restrictions juridiques qu'aujourd'hui. C'est évident que ça aide quand vous commencez à 13-14 ans et que vous êtes sérieux. C'est différent que si vous commencez à 18 ou 20 ans. À 15 ans, il gagne 2000$ par an de l'époque en livrant le Washington Post. En 1944, il remplit sa première déclaration d'impôt et obtient une déduction fiscale de 38$ en déduisant les frais d'utilisation de son vélo pour sa tournée de livraison de journaux. À 17 ans, Warren et un ami, Don Danley, achètent des flippers usagés, les réparent et les placent chez des coiffeurs. Ils partagent ensuite les bénéfices avec les commerçants. Cette affaire est revendue dans l'année pour 1200$. Par ailleurs, Warren continue de livrer des journaux tous les jours. Son père le presse alors de suivre des études universitaires. Il part étudier la finance et le commerce à l'université de Pennsylvanie, puis à l'université de Nebraska-Lincoln, et obtient à 19 ans un diplôme en administration des affaires. Si la facilité avec laquelle il réussit désarçonne bon nombre de ses camarades, il se fait aussi remarquer pour sa négligence et son immaturité pathologique. Il est capable d'écouter la même musique pendant des heures en frappant dans ses mains et peut tout à fait porter une chaussure différente à chaque pied. Warren demande ensuite son admission à la Harvard Business School, mais elle est refusée. Il postule alors à la Columbia Business School après avoir appris que de célèbres analystes financiers qu'il admire, comme David Dodd, Benjamin Graham, y enseignent. Bien qu'il se soit inscrit tardivement, sa lettre de motivation a réussi à convaincre les 2 professeurs. Par la suite, ses interventions toujours pertinentes lui permettront d'entrer dans le cercle de Ben Graham. 3. La pensée de Graham a influencé Warren Buffett. De 1951 à 1954, Buffett travaille comme courtier chez Buffett Folk & Co. comme vendeur. Ce métier ne lui convient pas vraiment parce qu'il ne supporte pas de décevoir les gens. Or, les intérêts du courtier ne sont pas toujours ceux du client, car le courtier est rémunéré à la commission et pas en fonction de la qualité de ses conseils. En 1954 et jusqu'en 1956, il travaille chez Graham Newman à New York en tant qu'analyste avec son ancien professeur et mentor Benjamin Graham. Il est connu pour avoir rédigé des méthodes d'investissement fondées sur la sous-évaluation d'une action. Pour choisir dans quoi investir, il calcule la valeur que devrait avoir une action en fonction de sa valeur comptable. Il achète si son cours actuel est inférieur à celui qu'il a calculé. Ainsi, même si une entreprise fait faillite, ses liquidités rembourseront au moins ses investissements, voire leur permettront de réaliser un profit. De Benjamin Graham, il retient 3 principes qui le guideront toute sa vie. 1. Une action est un droit à posséder une partie d'une entreprise qui représente ce qu'on serait prêt à payer pour acquérir l'entreprise dans son entier. 2. Les investissements sont basés sur des incertitudes, il faut donc toujours avoir une marge de sécurité suffisante. 3. Le marché ne fait pas la loi. Ces fluctuations ne doivent pas influencer les choix des investisseurs. Par ailleurs, il pratique la stratégie des mégots de cigares. Il achète des actions d'entreprise bon marché qui ont échappé à la vigilance des autres investisseurs, mais qui ont un fort potentiel de développement. Enfin, Graham fait preuve d'une grande probité vis-à-vis de ses associés et des autres investisseurs. Découvrant qu'une de ses actions s'échangeait à un prix si bas qu'elle ne reflétait pas les obligations, il a racheté une grande partie de l'entreprise pour forcer le conseil d'administration à verser leurs obligations aux actionnaires. Cette rencontre marquera le style d'investissement de Buffett pour de nombreuses années. La création d'un empire. En 1951, Buffett achète et revend sous les conseils de ses pairs Howard Buffett et Ben Graham.
Cependant, il défie leur autorité lorsqu'il décide d'acheter des actions Geico, une compagnie d'assurance. Pour les pères spirituels victimes du krach de 1929, l'action est surévaluée. Il vend les actions à qui est prêt à l'écouter, et ce sera finalement un pari gagnant. Il se distingue par la suite dans son travail avec Graham Newman, qui lui demande de gérer un arbitrage entre des actions Rockwood et des fèves de cacao. Un investisseur, Jay Pritzker, est engagé par Rockwood pour diminuer les coûts fiscaux. Pritzker réduit le champ d'activité de Rockwood et liquide partiellement le stock de fèves de cacao. Au lieu de vendre les fèves contre de l'argent, il les vend contre des actions Rockwood. Buffett doit échanger des fèves contre des actions Rockwood achetées par Graham Newman. Ils échangent ainsi une action à 34 $ contre 36 $ de fèves et réalisent une marge à 2 $ par action. Pour éliminer le risque d'une chute du prix du cacao, Graham Newman vend des futurs, des actions sur le cacao vendues dans le futur à un prix défini dans le présent, et ils obtiennent ainsi un bénéfice de 2 $ par action vendue. Mais Warren est plus malin. Il se demande pourquoi Pritzker veut les actions et fait de même, car avec moins d'actions en circulation, sa part augmentera. Il achète donc 222 actions Rockwood et attend. L'action grimpe à 85 $ et Warren empoche 13 000 $. En 1956, Ben Graham prend sa retraite et au vu des résultats exceptionnels de Buffett, lui propose de devenir général partner. Buffett refuse, ce qui l'intéressait chez Graham Newman, c'était de travailler avec Graham. Il retourne alors à Omaha et fonde Buffett Associates Ltd. Et fait entrer sa famille et ses amis dans le capital à hauteur de 105 100 $. Il constitue ainsi plusieurs fonds pour chacun de ses associés Buffett Fund Ltd, 120 000 $ avec Howard Hodge, un ancien client de Graham Newman, et BC Ltd, 55 000 $ avec John Cleary, secrétaire de son père au Congrès. Il fonde ensuite Underwood Ltd, 85 000 $ avec la mère d'un ami, Daisy Ltd, 100 000 $ avec une cliente de l'épicerie de son grand-père, mariée à un médecin renommé. Mo Buff Ltd, 70 000 $ avec les Monen, Glenoff Ltd, 50 000 $ avec une grande famille d'Omaha, MD Ltd, 110 000 $ avec un cercle de médecins, et enfin Buffett Holland. Le 1er janvier 62, Warren Buffett fusionne les fonds et crée Buffett Partnership Ltd. Et je crois que ça sera le début de l'entreprise qui deviendra par la suite Berkshire Hathaway, enfin plutôt le fonds. Donc BPL, dont les actifs nets s'élèvent alors à 7,2 millions de dollars et dont les rendements à 46% par an survolent les 22% du Dow. Cette période est surtout marquée par une rencontre décisive pour le reste de la carrière de Buffett, celle de Charles T. Munger, un avocat qui l'aide à se reconvertir dans la gestion de portefeuille. Munger deviendra un de ses grands amis, mais aussi son principal associé. Rapidement, les mégots de cigares viennent à manquer. Buffett prend alors ses distances avec l'approche quantitative de Graham et se laisse aller à l'approche qualitative des entreprises, c'est-à-dire en laissant plus de place à l'intuition. Ça lui vaudra de beaux succès, notamment celui de l'achat d'American Express. Mais Warren Buffett veut plus. Je vous propose de lire très prochainement la deuxième partie du livre, dont je vais vous mettre le lien dans la description. Bonne journée, bonne soirée à tous.